Tu as dû faire des visas bonnes, c'est ça? Ici, tu peux vraiment rester au Vietnam sans souci, mais tous les 3 mois, tu vas faire un petit séjour pour quitter et revenir. On va te demander autour de 70-80 $. Ils ont détecté que j'étais toujours au Vietnam. Il faut aussi payer pour le mariage. Tu peux faire aussi des contrats de mariage au Vietnam. Alors moi, j'ai fait un contrat. Les fonds étaient transférés en dollars de l'étranger sur mon compte. Ils comptent les billets devant toi. Et donc, tu es locataire pendant 50 ans et c'est renouvelable. Et c'est très compliqué. J'en ai acheté un autre à lui à 2 milliards. Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui un peu différent de d'habitude, c'est l'interview de Jean-Luc. Merci Jean-Luc sincèrement d'avoir bien voulu parler avec moi et partager avec toutes les autres personnes qui vont regarder cette vidéo des informations sur le Vietnam que je trouve hyper précieuses. Dans cet échange, nous avons parlé de sujets comme par exemple les relations avec des Vietnamiennes et le contrat de mariage. Nous avons parlé également des visa run dans la pratique. Ça c'est super intéressant de voir comment les personnes font de manière détaillé pour mettre en place un visa run et rester au Vietnam de manière permanente, et ce en tant que retraité. Et également l'achat d'immobilier au Vietnam, comment ça s'est passé pour lui dans ses expériences d'achat d'immobilier au Vietnam. Donc encore une fois un tout grand merci à toi Jean-Luc, un tout grand merci d'avoir bien voulu partager cela avec la caméra et voilà, de la communauté qui s'intéresse au Vietnam. J'espère que ce retour sera intéressant pour vous et voilà, j'espère que d'autres personnes souhaiteront également venir de la même manière qu'on a procédé. Simplement on prend un petit café ensemble, on allume la caméra, voilà, et puis ensuite on peut partager des informations avec les gens qui, comme nous, adorent le Vietnam et souhaitent en savoir plus sur ce magnifique pays. Donc encore une fois, un tout grand merci. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, etc. C'est tous ces petits gestes-là qui permettent de se développer et de proposer encore plus de contenu. J'espère proposer encore plus d'interviews similaires, faire intervenir d'autres intervenants. Donc voilà, c'est un peu vers là que j'essaye de diriger ma chaîne. Proposer des informations concrètes, des expériences de vie au Vietnam. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je répète, mais encore une fois, merci Jean-Luc, c'était vraiment super cool de ta part de bien vouloir faire ça. Je suis de formation donc automatique et informatique, et donc j'étais freelance assez rapidement dans le job. Les 4-5 ans après avoir été employé, devenu freelance, je montais ma propre boîte en France. Et puis ensuite, j'ai eu beaucoup de projets à l'export, donc dans pas mal de pays d'Europe et puis en Asie. Essentiellement en Asie, c'était en Chine. Je suis resté 8 ans en Chine. Donc ça remonte à 2002, 2001-2002. Ok, 8 ans en Chine. Sachant que j'avais aussi des déplacements assez fréquents en retour en Allemagne ou en Belgique. Je travaillais à l'époque à Kontich, entre 2000 et 2002. Ok. Ensuite, j'ai travaillé en Chine, à Shanghai. À Shanghai. Alors ça, mon job, c'était essentiellement comment dirais-je, de fournir des spécifications alors, de développement pour des gros logiciels de contrôle de réseau, style essentiellement réseau mobile. Et donc en Chine, je suis resté en gros 8 années, oui, mais avec des déplacements en Allemagne, en Belgique, en France. Ok. Et ça s'est passé comment, tes 8 années en Chine? Enfin, comment tu l'as vécu? Je veux dire, c'est la première fois que tu arrivais en Asie à ce moment-là. Et un point de vue culturel, quand tu es arrivé, ça a dû être choquant, je veux dire. Ah oui, je me suis tout de suite trouvé très très bien. Oui, tout de suite bien accueilli. Et bien, tout était super moderne. Enfin, Shanghai était déjà très développé. Oui, et ça a dû se développer pendant les 8 ans où tu étais là, j'imagine. En plus, oui, pendant les 8 ans que j'étais là, c'était en constante évolution. Oui. C'était très dynamique. Et puis, bon, j'ai beaucoup aimé aussi apprendre à parler chinois. Ça m'a d'autres. Du coup, tu parles un peu... Ah bah du coup, j'ai les mêmes accents presque en vietnamien. Ok. Donc je retrouve à peu près le même... les mêmes tonalités. Les mêmes problèmes de tonalité exprimés correctement pour que les gens te comprennent. Ah oui. Tu as des mots en vietnamien qui ressemblent énormément au sujet. Ah. Tiens, mais une petite différence d'expression, enfin de ton, mais tu dis, mais j'ai déjà entendu ça. Ah oui. Oh, il y a bien une trentaine de... Je sais pas, je dirais qu'il y a 25% des mots vocabulaire vietnamien qui ressemble un peu au chinois. Ouais. Ah oui. Alors ceci dit, le vietnamien, je n'ai pas trop forcé parce que je suis un peu paresseux de ce qu'on vient. Je suis resté bien meilleur en chinois. T'as pas forcément peut-être eu besoin de t'en parler le vietnamien et ça au final. Dans ta vie quotidienne, ça se passait bien sans que tu aies à parler le vietnamien. Déjà en Chine, je parlais chinois avec ma mamie, une petite amie. Et puis ensuite, petit à petit, elle s'est mise à parler anglais. Donc
Je ne parlais plus qu'anglais. Et donc après ça, j'ai eu un contrat au Vietnam en 2008. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert le Vietnam. D'abord au début, j'étais très dépaysé parce que même par rapport à la Chine, je trouvais que c'est vraiment hyper surprenant. Oui. C'était dans quelle ville que tu es arrivé au Ah, moi je suis arrivé à Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, ouais. Saigon. Qui est le poumon économique, quoi, l'endroit où ça se développait à ce moment. Oui, j'avais mon contrat ici, toujours dans le même domaine. C'était plutôt près de l'exploitation que du développement, c'est-à-dire de l'installation des réseaux. Qu'on m'avait demandé en tant que ce qu'on appelle manager, ou je sais plus. Project manager, c'est ça. C'était similaire au final à ce que tu faisais en Chine. Je veux dire, tu étais aussi project manager en. C'était moins tranquille. Oui. Ce que j'ai fait en Vietnam, c'était quand même plus dur parce qu'il pouvait y avoir des interventions même dans la nuit. C'est un gros problème, on a perdu une partie du réseau, je sais pas quoi. Ok, ouais, c'était plus. Il y avait plus d'imprévus peut-être. C'était assez pénible. Mais j'ai bien aimé quand même, parce que bon, ça a duré juste 9 mois. Ouais. Et à partir de là, après, je suis revenu en Chine, je suis revenu à mon ancienne activité. J'ai pas arrêté de changer en cette activité. Et puis, donc à ce moment-là, je suis revenu en Chine et en tant que, cette fois, employé. Donc j'ai perdu beaucoup financièrement. J'ai cessé d'être freelance parce que je voyais la fin, puisque j'accrochais de la retraite. Ouais. Donc je me suis dit, bon, peu importe le salaire, ça m'intéresse de rester en Chine. Par contrat chinois, je veux dire alors. Alors cette fois, c'était un contrat chinois, tout à fait. Alors qu'avant, c'était un contrat européen. Oui. Tout à fait. Et donc beaucoup moins intéressant. Et c'est là que j'ai commencé à faire pas mal de voyages entre la Chine et le Vietnam, parce que je commençais à apprécier vraiment le Vietnam. Et qu'est-ce qui t'a fait, je veux dire, apprécier le Vietnam à ce moment-là, quand tu te disais, j'aime bien la Chine, mais j'ai envie d'aller au Vietnam? C'est quoi qui te faisait aller? Peut-être le climat, la mentalité? Un peu ça, oui. Ou c'est un tout, ou quelque chose que tu ne serais pas expliqué, mais... Moi, j'adorais surtout l'ambiance à Ho Chi Minh. Voilà, l'autre c'était plus sympa. C'est plus vivant. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Pour avoir fait la Chine aussi. Si j'étais bien en Chine, j'ai trouvé que le Vietnam avait plus vivant. Ça, moi, c'est mon ressenti, mais... Plus vivant et puis plus proche de nos, comment dirais-je, de nos ressentis européens, français, en fait. C'est plus, ouais, c'est ça. Il y a des choses... C'est plus amical, je trouve. Ouais. Mais les Chinois, j'ai toujours aimé. J'ai toujours gardé des contacts avec mes amis chinois. Ouais. J'aime bien la Chine aussi. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé après mon voyage en Chine, au Vietnam, je me suis dit, je suis dans un autre monde, quoi. Oui, c'est vrai. Ça change tout. Tu sens que les gens, je sais pas, comme si ils sont plus expressifs. Enfin, je sais pas comment dire. Mais j'ai l'impression que il y a une joie que tu te sens un peu plus, une joie de vivre, donc soit un peu plus. Les Chinois sont très joyeux, mais c'est moins expressif. J'ai l'impression que c'est plus cloisonné. Il faut vraiment aller, si tu veux faire la fête en Chine, il faut aller dans des endroits où il faut connaître l'endroit, c'est assez fermé. Alors qu'ici, tout est ouvert. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais le sentiment que j'ai eu en venant ici, c'est que c'était vraiment une bonne ambiance. J'aimais vraiment. Enfin, c'est juste. Surtout à Saigon. Moi, on me disait à l'époque, Saigon et Hanoï, c'est des jours et la nuit. Ouais. Vaut mieux rester à Saigon. Donc, tu arrives au Vietnam, tu décides de t'y installer, tu rencontres quelqu'un éventuellement. Oui. Ouais. Alors, j'ai eu plusieurs rencontres. Je suis resté qu'1 an à Saigon. C'est ça. Et 1 an, je n'étais pas encore retraité. Je n'ai perçu ma retraite que 3 ans plus tard. Donc j'ai décidé d'habiter ensuite, non pas à Ho Chi Minh, mais un peu plus au nord, à Nha Trang. Oui. Voilà, au bord de la mer. Oui. Voilà. Oui. C'est là que j'ai rencontré ma femme. En fait, elle m'a été présentée par un ami c'est bien. Qui tenait un hôtel. Ouais. Il m'a présenté cette jeune fille. Il a dit, je crois qu'elle va te plaire. Bellement, il n'a pas eu de souci à... Oui. Mais c'est à s'entendre, et puis c'était j'étais très content, parce que en fait je rompais la solitude, mais j'étais heureux aussi dans la solitude. Oui, tu te sentais déjà bien, et tu as trouvé l'endroit où tu te sentais bien, et après avoir trouvé l'endroit où tu te sentais bien, tu as fait une rencontre. Ça, c'est pas mal, je trouve, comme... Oui, voilà. Et là, on a fait une rencontre, et puis on a été très contents ensemble. On l'est toujours aujourd'hui. Ok. Voilà, puis entre-temps... qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial, on reste toujours ensemble. Ouais. Ce que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle est assez timide, mais elle a beaucoup de qualités. Elle ne parle pas beaucoup, c'est ça. Le vietnamien ne parle pas énormément. Très tradition.
D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que je l'ai emmené en Belgique pendant une année. Oui, je l'ai emmené pour un mois Excellent. à Anvers. Anvers, J'avais mis un appartement, mes habitudes, à l'hôtel, au très bon hôtel et tout. ça s'est passé comment? Et puis, ça s'est pas très bien passé. Aïe, aïe, aïe. Au niveau de la nourriture, ça a dû être quelque chose. C'est au niveau de la nourriture, à tous les niveaux. Et donc, du coup, Climat. elle voulait même pas sortir. Oh. Et pourtant, il faisait bon. Ouais, ouais. C'était en été. Mais elle voulait même pas sortir. Il paraît que c'est vraiment un choc pour un Asiatique d'aller en Europe. Pour nous, c'est un choc, mais qui est positif. Voilà. Pour eux, c'est un choc, C'est un choc très négatif. digital. En plus, ils ont une vision assez, je dirais, idyllique de l'Europe. Ils vont penser, ah ben tiens, Paris, la Tour Eiffel, des gens super bien, des rues propres et tout. Et quand ils arrivent, ils sont confrontés à la réalité qui est pas du tout ce qu'ils pensaient, quoi. Exactement. Et la nourriture, surtout. Et alors, surtout la nourriture, elle me demandait d'aller lui acheter toujours un petit truc simple plutôt que d'aller au restaurant ensemble parce que ça lui convenait pas. Mais on est revenu au Vietnam et puis là, j'ai compris qu'il y avait le tir. Ouais. Au moins, elle a été voir un peu l'Europe, mais se rendre compte aussi que voilà, c'est compliqué. C'est vrai que ça doit être bizarre pour les Vietnamiens. Déjà, je les vois dans leur manière de communiquer entre eux. Je trouve qu'ils sont très directs, tu vois. J'ai l'impression les Vietnamiens qui se connaissent pas, ils vont se parler, mais tu as l'impression qu'ils se connaissent depuis des années. Genre, ils sont hyper familiers. Ils ont, c'est chaleureux leur relation entre eux quand ils se parlent, même entre inconnus. Et chez nous, c'est tout le contraire. C'est très froid, ça, je trouve. C'est beaucoup plus froid et beaucoup plus distant avec les formules de politesse. Et voilà, c'est ce qui les arrête à mon avis. Hein. C'est ce manque de... La Finlande, il n'y a pas d'électromagnétisme. Il n'y a pas de... Ça réagit pas. Par contre, chez eux, avec nous, ça se passe très bien. Est-ce que tu as eu des soucis culturels? Ça, par exemple, moi, avec ma copine, ça a été compliqué au début pour certains points. Par exemple, il y a des choses que culturellement, c'est pas la même chose chez nous. Enfin, des fois, il y a eu des points de friction ou des fois, elle fait des choses. Je comprends pas pourquoi elle fait ça. Tu vois. J'ai pas d'exemple comme ça, mais j'imagine que ça a dû. Disons que on n'a pas de conversation orientée culturellement comme on pourrait en avoir Politique, entre nous de la France. Non. Donc c'est limité. C'est vrai que c'est limité, on n'a pas beaucoup de conversations intéressantes, ça c'est sûr. Oui. Mais on a des moments sympas, des moments heureux. En plus, elle me fait souvent la cuisine le soir et elle cuisine hyper bien. Mais à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais faire au restaurant, quoi? Moi, j'ai commencé à prendre du collagène. Ah oui, moi aussi. Il y a 2 ans. Ça, c'est je prends 6 cachets par jour. Et je joue au tennis comme si j'avais 15 ans. Collagène, c'est hyper bon pour tendons, aucun problème d'articulation. Ouais, ça c'est à prendre. Avant d'en prendre, j'avais déjà un petit peu mal au genou. Ouais. Ça commençait à me faire mal dans la nuit. Je dois même allonger. Ouais. Même allonger, ça faisait très mal, ça brûlait. Et puis depuis que j'ai pris le collagène... Et ça c'est bien. Moi aussi je prenais un peu pour le sport. Et ça c'est un bon complément à prendre. Et sinon... On est tous un peu déficients au collagène, c'est parce que anciennement on mangeait tout, on mangeait les tendons, on mangeait une alimentation, on pouvait manger les os aussi. Ouais. Maintenant on fait plus, on mange plus d'aliments qui sont riches en collagène. Et c'est pour ça que c'est bien de complémenter avec ça. Et ça me fait penser ma femme qui est encore très jeune, elle a un médecin de santé. Ouais. Mais chaque fois qu'on mange ensemble, elle se tape tous les os. Ouais. Elle croque tous les os. Qu'est-ce qu'elle trouve de bon, moi? Je fais en sorte que j'ai lâché. Et c'est ça, c'est la moelle dedans aussi qui contient le collagène. Et dans notre alimentation, en Europe, on a enlevé tout ça. Et voilà, c'est pour ça Elle mange les pattes de poulet, elle mange les os et les trucs. Ma copine, elle fait ça. Jamais j'aurais idée de manger ça, le cou, enfin des trucs. Ouais, le cou, et l'autre fois, j'ai mangé. Et elle me laisse tout le reste. Ouais, ça, c'est bien. Moi, des fois, elle prend les bons morceaux, alors je me retrouve avec le cou et je dis, merde, t'aurais dû me laisser ce morceau-là. Quand tu entends manger, ça croque là. Ils font bien parce que c'est bon pour les tendons, les artistes. C'est pour ça qu'elle est toujours mince, enfin, c'est incroyable. Elle a la peau tendue comme si elle avait 18 ans, quoi. C'est incroyable. Ils ont une alimentation qui est très bonne pour la santé, je crois. Ils mangent très varié et ils mangent de tout. De ce côté-là, on a beaucoup de chance aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est vrai qu'en tant que partenaire, on est content. Même partenaire se concerne. Même si quand ça croque quand elle mange, après, le résultat, elle est en bonne santé. Elle est en bonne santé. Elle a une peau bien, ça, voilà. Elle est très rarement malade. Ouais. Ça lui arrive. Et par contre, elle fait un peu d'acné. Bon, je sais pas. Elle a toujours fait ça. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble, elle a toujours eu un peu d'acné au visage. Bon, je sais pas comment... Est-ce qu'elle a aussi des crochets là? Ma copine, elle a ça, elle a des petites pointes.
Elle va se couper le bouton, entre guillemets, puis elle arrive à retirer. Enfin, elle a plein de techniques. Ah bon? Ouais. Non. Elle a des petits accessoires, ma copine, comme ça. Semble avoir vu ça. Peut-être, tu verras, elle a des petits crochets comme ça, qui est tout petit, tout petit. Ma copine, elle a ça. Ils ont plein d'accessoires ici, qui ont l'air de pas mal fonctionner. Un jour, je lui demanderai de me le faire si j'ai un bouton ou quoi. Mais... Tu fais comment au niveau des visas? À un moment, tu as dû faire des visas bonnes, c'est ça? Donc, à ce niveau-là, de ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est qu'en fait, ici, tu peux vraiment rester au Vietnam sans souci, mais tous les 3 mois, tu vas faire un petit séjour pour quitter et revenir. Mais des fois, ça peut être des séjours où juste tu quittes le Vietnam, même pas quelques heures, et tu rentres direct au Vietnam, c'est ça? Oui, c'est ce que je fais. Ok. C'est ce que je fais aussi bien pour les visas de run de 45 jours que de 3 mois. Ouais. C'est pareil, tu reviens tout de suite. La différence, c'est que tu dois attendre peut-être 2-3 heures de plus à la frontière, parce qu'il faut le temps pour ton agent, le temps d'envoyer le visa. la page d'acceptation gouvernementale avec le tampon et tout, et avec les dates indiquées, etc. Et donc là, tu attends un peu plus longtemps sur place. Alors moi, ce que je fais dans ce cas-là, je vais souvent à la frontière cambodgienne. Ouais. Ça s'appelle Moc Bai. Et ça te prend combien de temps pour t'y rendre? Ah, c'est un peu fatigant. Il faut 2 heures, 2 heures et demie. En bus? De bus. Ok. 2 heures et demie de bus. Alors, tu peux prendre un taxi aussi, hein. Tu peux prendre un taxi, et puis là, ça ira plus vite, mais... en bus, c'est mieux. mais en bus, ça va. Et puis ils ont des bus très bien, ils savent faire des minivans, ou voilà. Ah oui, la climatisée surtout. Climatisé. Ils sont très confortables avec une boisson, une petite bouteille d'eau. Enfin, Ouais, voilà. tout est sympa. Des fois, t'as les gros sièges en cuivre. C'est des gros sièges en cuir, Tu peux réquiser, ouais. etc. Donc, Confortable, ça. ça dure 2 heures, 2 heures et demie, c'est tout. Ouais, voilà. Aller et retour, 2 heures et demie aussi. Ok. Donc, Ouais. ça fait quand même une journée complète. Donc au final, tu peux rester ici quasiment en non-stop, mais la contrainte, c'est que tous les 45 jours ou tous les 3 mois, ça dépend ce que tu veux faire. Mais en tant que Français, tous les 45 jours, tu peux juste quitter, revenir instantanément. Oui. Et voilà. Mais si jamais tu veux pas le faire tous les 45 jours, tu peux aussi quitter, faire un visa de 3 mois. Et derrière, là, des fois, il faut attendre un peu plus. Ou alors, tu passes via une agence. Donc, pas faire la procédure. Tu peux le faire soit via une agence et on va te demander autour de 70-80 $ Ouais. pour faire ce visa-là. Soit tu le sais toi-même sur Internet, sur le site de Vietnam officiel, e-visa. Voilà. Et là, tu as 40 000 questions. Tu fais au moins 3 erreurs, tu dois recommencer si je sais. Mais au bout d'un moment, tu sais comment il faut faire. Mais c'est très difficile. Et là, c'est que 25 $. Et tu as 3-4 jours de délai pour ce formulaire que tu es. Alors, non. Tu as raison. Dans ce cas-là, je dis des bêtises. Dans ce cas-là, le problème, c'est que tu ne peux pas avoir ta page dans la journée. Ouais, voilà. Il faut que tu ailles, par exemple, je sais pas moi, à l'hôtel à 4-5 jours, au Cambodge, aux petites vacances. Tu attends que la page soit arrivée et ensuite tu rejoins au Vietnam. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'inconvénient du visa. Comme ça, je suppose, le visa en ligne, tu vas le faire quand tu prévois. Par exemple, tu vas te dire, ok, je vais faire un petit séjour, je vais profiter de devoir refaire mon visa. Je peux faire un petit séjour dans un autre pays, 3-4 jours, visiter une ville. Oui, parce que le visa, parce que moi je suis tombé dans le piège. J'ai fait la demande sur Internet en étant au Vietnam. Ça m'a écartusé parce que ils ont détecté que j'étais toujours au Vietnam. Ils ont vu, donc j'ai perdu. Et donc il faut que tu vraiment sortir du pays. Allez, on va. Ok. Et là il faut 400 jours. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça c'est la technique à faire quand tu as de la flexibilité. C'est pas grave de rester 4-5 jours là où tu vas aller pour sortir du Vietnam. Mais si jamais toi tu as juste envie d'être au Vietnam, tu n'as pas envie de faire 4-5 jours dans un autre pays, voilà, tu peux passer via une agence. Là tu vas payer 50 $ de plus. Tu payes un peu plus. Ça vaut le coup. Et tu l'as direct. Voilà, ça vaut le coup parce que tu restes 4-5 heures au Cambodge. On a peut-être, j'exagère, 3-4 heures. Ouais. Après, tu reçois la page, tu l'as fait imprimer sur place. Oui. Donc c'est important, tu m'avais dit d'imprimer. Oui, ils ont une petite shop de photocopie, tu vas là, ils peuvent te faire une impression ou un scan. Et à partir de là, tu repasses la douane pour sortir du Cambodge, plus la douane pour entrer au Vietnam. Ok. Et quand tu passes au Cambodge, au niveau visa pour aller au Cambodge, il faut payer 40 $. Ok, tu payes pour... Entre 35 et 40. Ok.
Donc, tu fais un visa sur place quand tu arrives devant le douanier du Cambodge, c'est ça? Voilà, ils te demandent aussi. On va remplir un petit formulaire, tu as 8 petites pages. Ouais. Ensuite, ils te font visa 1 mois. Voilà, 1 mois et tu payes. Alors moi, j'ai payé 35 $. Mais des fois, ils te demandent 40, je sais pas pourquoi. Le mieux, c'est de prendre 2 billets de 5. Et oui. Et là, tu m'avais dit au Cambodge, pour les payer, est-ce que tu sais les... Je me pose des questions comme ça, mais tu sais les payer par carte ou tu dois payer en cash, en Vietnam Dong ou en dollars? À ma connaissance, c'est obligatoire en cash. Ce cap monte. 35 $ ou en Vietnam Dong. Ah, tu peux payer en dong. Ou tu peux payer 1 million de dong. Ouais. Je sais pas s'ils prennent des euros, je suis jamais demandé. En tout cas, ils prennent les VND, les Vietnam Dong. VND ou voilà. Non, dollars. Mais la différence, c'est très faible. En fait, ils ont un taux de change un peu défavorable. Qui Vaut mieux envoyer arriver avec le dollar. Mais bon, je sais pas quel est. tu paieras un peu plus en VND, mais on va dire que c'est léger. C'est très léger. C'est trivial, je crois. Peut-être 5 ou 5 000 de plus, tu vois. Ouais. Je trouve ça. Bon, voilà. Donc, moi qui suis ici au Vietnam, je peux rester 3 mois. Je me dis, écoute, j'ai envie de rester au Vietnam, j'ai pas envie d'aller dans un autre pays. Je prends le bus, je vais au Cambodge. Là, au Cambodge, je paye 35 $ pour rentrer au Cambodge. Derrière, je paye un petit billet aussi à l'entreprise vietnamienne qui m'envoie le visa. Et après, on va dire grosso modo, j'ai payé à peu près 100 $ et je peux revenir 3 mois au Vietnam. Exactement, Voilà. 100 $. Et alors, Plus le frais de bus. ouais. Et en tant que Français, tu peux aussi éviter l'étape payer une entreprise vietnamienne et revenir direct sans visa, mais tu auras le visa de 45 jours. 45 jours. Ça sera pas les 3. Moi, j'ai fait 45 jours parce que j'ai l'intention de partir en Belgique pour mon appartement. Et donc, en espérant que ça se fasse dans les 45 jours. Comme tu avais besoin que de 45 jours, ben, cette fois, tu n'as pas besoin. Ouais, j'ai pas besoin de faire 3 alors. Ok. Et puis, je me suis dit aussi que probablement, j'irai en Thaïlande avant. Ouais. Qu'à ce moment-là, Ouais, voilà. les 45 jours suffiront. Ouais, c'est suffisant. Ouais, et comme ça, tu n'avais pas besoin, je veux dire, de recontacter une agence. C'est plus procédurier, j'imagine. Non, là, arrête. Alors que là, tu sors, tu rentres et ça. C'est quand même pénible de devoir attendre à la frontière. Ouais, j'imagine. 3h30, 4h. Alors moi, ce que je fais, c'est que je marche après le poste frontière Cambodge, je marche à peu près 1 kilomètre. Ouais. Et je vais toujours au même endroit. C'est une espèce de gros casino avec un restaurant à l'intérieur. Et donc, j'ai un job. Ah bah là, à la frontière au Cambodge, c'est différent du Vietnam. T'as les casinos partout. Ouais. À mon avis, les Vietnamiens, ils doivent jouer au Cambodge. Ouais. Ils sont très joueurs. Ouais. Et bon bah en même temps, dans le casino, tu as un buffet, petit buffet sympa, pour 200 000 longues, 250 000 longues. Tu manges très bien. Donc je passe le temps comme ça. Ouais. Mais c'est pas désagréable. Il faut bien occuper le temps au final. Bon, j'occupe le temps. Le petit casino là pour te poster, manger un bout, bah, c'est bien. Par contre, je perds toute communication avec mes mobiles parce que j'ai pas de carte SIM. Là, je sais pas quand mon papier est arrivé. Ouais, ok. Je reviens après le repas, puis je regarde si je l'ai reçu. Ok, ouais. Donc tu dois quand même te connecter à un Wi-Fi pour ça. Oui, bah, à la frontière, tu as toujours la possibilité de rester connecté à l'opérateur vietnamien. Ok. Mais dès que tu t'éloignes comme moi de 20 km, c'est fini. Et ouais. Tu fais avec le 4G vietnamien. Ouais. Et quand tu es proche de la frontière, donc toi tu reviens vers la frontière et après tu peux imprimer sur place. Après je reçois la communication. Il vaut mieux qu'ils aient répondu, quoi, mais j'imagine que... Voilà. Ainsi, pour le bout de 3 heures, c'est bon. Maximum 3 heures. Sinon, tu dois attendre à la frontière. En fait, j'ai du mal à imaginer comment c'est la frontière. Maintenant, il y a un petit bureau ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est des petites cahutes, des petits kiosques, en fait. Ouais. Là, alors, tu as un gros immeuble, gros bâtiment où tu arrives avec le bus. Là, tu rentres dedans, c'est passage à la douane. Ok. Après, tu vas au Cambodge. Alors là, tu traverses, tu fais à peu près 200 mètres à pied. Ah, il faut marcher quand même. Hein. Aller jusqu'au kiosque vietnamien, cambodgien, pardon. Et là, ils te font le visa d'entrée. Ok. Ensuite, de nouveau, tu rentres dans une grande bâtisse. Où là, tu as à nouveau la douane cambodgienne pour rentrer. Et puis après, tu refais le chemin inverse. Avec des kiosques, D'accord. Aux mêmes endroits, donc c'est facile. Et ça tu l'as assez beaucoup, je veux dire, ce procès. Oh, je sais ça. Ouais. Depuis que je n'ai plus ma carte de résident en tant que mariée vietnamienne, en fait, j'avais une carte de résident, là, je l'ai fait au moins 5 fois. Ok. Peut-être 3 fois 3 mois et 2 fois 45 jours. Ouais, 2 fois 45 jours.
et peut-être 3 ou 4 fois 3 mois. Ouais, c'est le plus. Donc ça fait quand même pas mal de temps que je fais ça. Mais ça te permet au final de rester ici. C'est juste la contrainte, quoi. C'est que tous les 3 mois, tu dois faire ça, mais à part ça, tu vis de 30. Alors j'ai alterné avec la Thaïlande, c'est-à-dire que je suis aussi parti en Thaïlande pour revenir. Alors en Thaïlande, pour les Français, c'est 2 mois de visa. Ouais, à l'arrivée. C'est rien payé. Et puis pour revenir, soit je prends encore un 5 jours, soit je fais le visa pour moi aussi. Ah ouais, la Thaïlande, c'est facile niveau visa, la Thaïlande. Mais le Vietnam, j'espère à l'avenir, c'est plus facile aussi. Ce que j'attends, moi, mais j'ai un peu ça se fait pas, c'est le visa retraité. Ça là. Bien. Pourquoi il n'y a pas de visa retraité, quoi? C'est incroyable. Ça, il faut espérer que ça vienne, hein, mais... Alors qu'on est nombreux, les retraités, à attendre ça. Moi, j'ai des amis qui embarquent, toi. Qui vraiment s'ennuient avec cette histoire de... C'est embêtant, vous les 3 mois, t'es obligé, quoi, de le faire. C'est assez fatigant. C'est assez fatigant, quand même. Quand il fait chaud, tout ça. Et si tu loupes, je veux dire, si tu restes en overstay, ça peut derrière être compliqué. Enfin, si tu oublies de faire ça à un moment, peut-être quand tu vas revenir une fois au Vietnam, ça va être plus embêtant. Tu risques d'être noté sur des listes, je sais pas ce qui se passerait. Moi, j'ai toujours fait attention. Oui, je reste toujours être à l'heure. Donc là, je l'ai fait le dernier jour. Alors, je suis parti le dernier jour de... Mais t'allais le faire dans tous les cas, quoi. Mais il faut respecter bien les... Il faut bien respecter la date ultime. Alors ceci dit, je pense pas que ce soit grave pour 2-3 jours d'overstay et à te faire payer une amende et l'habillement ridicule. Il faut pas jouer avec ça. Mais si tu tellement ça à l'exagérer... Peut-être qu'un jour tu pourras plus revenir au Vietnam, mais ça serait bien. Ils peuvent te mettre sur liste noire, je sais pas pour ce qui peut se passer. Alors j'ai des amis qui ont eu des problèmes comme ça. Ah oui, mais alors ça, c'est faire très attention. Parce que, en fait, à une certaine époque, il y avait des gens qui proposaient des visas, qui étaient des intermédiaires, des longues durées. 1 an, 2 ans, 3 ans. Okay. Et puis, une fois qu'ils sont à l'aéroport, qu'ils arrivent à l'aéroport, on leur dit, mais bien sûr, votre visa n'est pas valable. Et là, il fait sortir 25 millions. Donc il y a des DAC. Ouais. Faut faire attention, ça me fait passer par des organismes genre sûrs. Et faut pas accepter n'importe qui. Tu m'avais parlé à un moment qu'on savait faire prolonger le visa sur place. Ça, je sais plus, mais il n'y a pas des agences qui permettent de prolonger de 15 jours ou 30 jours, je ne sais plus. Il me semble que c'est possible. Ah, c'est plus si... Alors c'est peut-être pas avec toi que j'ai parlé de ça, mais... Il me semble que c'est possible, ça. Ouais. Je sais plus comment. Mais je crois que c'est cher et c'est que quelques jours, 2 semaines. Mais c'est que 2 semaines, oui, c'est ça. Ça ne veut pas vraiment... Ça se parle par rapport à faire le voyage. Tu es obligé de faire le voyage, comme ça, c'est mieux. Donc, ouais. La plupart des gens, du coup, voilà, ils font le voyage au Cambodge, ils font une petite vacance tous les 3 mois, 2 mois et demi, même. Voilà, ils s'organisent comme ils veulent, quoi. Ce qui serait bien, c'est effectivement un visa retraité. Ouais. Même un peu cher, hein, c'est pas... Ou peut-être comme en Thaïlande, ils ont fait ça. C'est cher. Ouais. Ils ont fait une histoire de Golden Visa, où je sais pas, tu payes 10 000 €, un truc comme ça. Mais après, t'es tranquille 5 ans, 6 ans. Tu renouvelles tous les ans. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux faire ça en Thaïlande. Au Vietnam, il y a aussi des trucs comme ça, je sais pas. Ouais, c'est 800 000 bahts. Il faut que tu laisses 800 000 bahts sur un compte. Ils ont augmenté le prix aussi de ce truc-là. Ouais, et puis ils ont augmenté le prix de certains visas. Ceux qui étaient premium visa, ils ont vu leur prix tripler, ou je sais pas, ou doubler, c'est énorme. Ouais, t'avais un visa élite, et je crois que ça a triplé, doublé, triplé. Voilà, c'est ça. Mais le mec qui l'a acheté il y a quelques années, voilà, il doit pas repayer plus. Mais le mec qui l'achète maintenant, il doit payer le gros prix de maintenant. Quoi. C'est exactement, ouais. C'est ça, ouais. Ça, j'espère sincèrement que le Vietnam va être plus simple. Mais c'est vrai que dans les faits, c'est bien, tu as quand même l'option qui te permet de rester en permanence au Vietnam. Et vraiment, ce qui facilite les choses, c'est si jamais tu as une conjointe, une partenaire ou la famille au Vietnam, là, c'est plus simple que devenir résident temporaire, c'est ça, permanent. Carte de résident temporaire, et qui est valable 5 ans, c'est ça? Pour moi, dans mon cas, j'avais une carte de 3 ans. Mais je sais pas si on peut négocier une carte de 5 ans, peut-être. J'ai entendu 5 ans, mais je sais plus exactement, mais bon, c'est vrai que ça évolue. Ça évolue aussi, hein. Ils changent les règles très souvent. Ça peut changer, tout ça, en tout cas, voilà. Les options... Mais Thaïlande, c'est pas mal, parce que tu peux bénéficier de 2 mois gratuits. À la Thaïlande, c'est pas mal. C'est très facile pour les visas. C'est un peu le souci du Vietnam. Et à mon avis, le fait qu'énormément de personnes ils s'installent en Thaïlande, c'est parce que c'est très facile pour les visas. Maintenant, le souci de la Thaïlande, c'est que c'est cher. Enfin,
c'est quand même plus cher au final que le Vietnam. Bon, ça vaut le coup de venir au Vietnam et de se prendre un peu la tête pour les visas. Il faut espérer qu'à l'avenir, ça soit plus facile. Ou alors, si tu te mets avec une Vietnamienne, c'est plus facile. Ouais. Il faut se marier avec des Vietnamiens. Ouais, c'est l'idéal. Le final. Mais bon. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Pour voir. Les avantages, c'est pas inconvénients. Il faut aussi payer pour le mariage. Ouais, payer, faire la belle cérémonie. Bon, mais c'est mieux que la Thaïlande. Ouais. Parce que la Thaïlande, t'as la dot là. T'as la dot en Thaïlande. Et au Vietnam, les invités te donnent un petit peu d'argent. Un petit billet, 8 €. C'est qu'en Thaïlande, au moment du matin, jouer la dot, ça fait mal, je pense. Pas mal de gens qui sont mariés à des Thaïs. Ah, c'est juste. Ah oui. Et en termes de mariage, tu peux faire aussi des contrats de mariage au Vietnam. Alors moi, j'ai fait un contrat. Ouais. Je te l'avais expliqué, c'est l'avocat qui nous a fait un contrat comme en Europe avec séparation totale des biens. C'est très très important. Ouais. Si elle est d'accord, bon bah ça se passe bien. Ouais. Parce que moi c'est ce qui s'est passé avec moi, avec ma femme. Alors elle a pas cherché de problème ou quoi que ce soit lorsqu'on a divorcé, mais on a divorcé tout en restant ensemble. Hein. C'était un choix de sa part. Moi je ne m'inquiète pas. J'aurais peut-être dû dire non d'ailleurs. En restant marié, j'aurais pas eu autant de rangées pour. Voilà, j'aurais peut-être dû me dire oh bon nous on reste ensemble. Voilà donc un contrat. Alors à l'époque j'avais essentiellement du cash. J'avais pas de propriété immobilière ou quoi que ce soit. Oui. Donc, par la suite, le contrat a été respecté. Okay. Donc, j'ai gardé ce que j'avais au préalable. Mais tu n'as pas dû faire de concessions financières dues au divorce. Il n'y a pas eu de... Voilà. On a eu un arrangement tacite entre elle et moi. Et l'arrangement, c'est que évidemment, je subvenais à tous ses besoins et très au-delà. Donc, pour ça, elle était très heureuse. Oui, oui. Elle était contente, j'étais content. Tu leur as fait une petite vie épanouie, vous étiez heureux tous les deux. Est-ce qu'elle avait du caractère quand même des fois ou... C'est arrivé, oui. Dans le caractère, hein. Ils peuvent avoir le sang chaud, je constate. Ah oui, il y a eu des moments. Mais j'ai l'impression que ça se calme vite quand même. Je sais pas si ça a été le cas. Oui, exactement. Ouais. Moi, je me dis la température chez ma... Il n'y a pas de rupture. Ça monte vite, mais ça peut descendre vite aussi. Ça redescend très bien. Voilà. Mais elles ont le sang chaud des fois, ça, rien à faire. Alors, par contre, moi, pour moi, c'est facile parce que je ne m'énerve jamais, je n'importe pas. Donc, devant une telle passivité, devant une telle bienveillance, il n'y a pas d'escalade. Le film passe. Voilà. Donc, elle se dit quand même, bon, ok, c'est peut-être finalement, il n'a pas fait exprès. Oui, c'est un mal. Des fois, c'est des incompréhensions de culture aussi qui peuvent mener à ça. Moi, ça a été le cas. Et comme toi, je suis assez calme et je crois que ça aide beaucoup parce que... Oui, c'est ça. Quand même, pas en chaud, si moi aussi j'ai le sang chaud, à un moment, ah oui, là, ça peut aller loin. Mais c'est jamais aller loin. Mais... Ouais, et puis pourquoi t'es pas aller plus loin, quoi. C'est des choses qui sont vraiment intéressantes, je trouve. Et c'est super intéressant, moi, je trouve, d'avoir le retour de quelqu'un qui dit comment il a fait et tout. Ça, c'est vraiment... voilà. Il y a des interviews qui sont pas mal de Sabritaille, là. Ouais, avec, je sais pas si tu connais, avec Fernand. Ça me dit, oui, j'adore. C'est celui qui a toujours une copine différente, lui. Oui. Ah oui, il est mort. Ouais, il se prend pas la tête. Il a vraiment la répartie immédiate, c'est incroyable. Ouais, j'ai vu, il y a 3-4 avec lui et il est sympa. Il habite à... Koh Samui. Koh Samui. Ouais, ça, c'est... Bah, ils sont bien là-bas, mais c'est cher, il pas belle. Ah, c'est le... Enfin, ça a augmenté, quoi. Ouais, ça, c'était... La Riviera française. Hein. Ouais. Koh Samui, c'est beaucoup de français. Tu veux un grand café? Tu veux, je commande. Hein. Ah, c'est plus loin, ouais. Un grand café américain ou... Bah là, on peut demander un americano. Parce que moi, ce que je demande d'habitude, c'est un double espresso dans une grande tasse. Et j'aime bien ajouter de l'eau chaude. Comme ça, je dose la force. Ouais. Mais sinon, tu prends l'americano direct, il est très bon. Hein. Des fois, il y a des ladyboys, des fois, quand elles sont grands. Mais c'est pas l'impression, il n'y a pas l'impression. Mais... Ah, il y en a, j'en ai rencontré un ladyboy ici, ouais, en moto. J'en ai rencontré 2. Souvent, quand je vois une grande fille, je me dis c'est sûrement une ladyboy. Mais c'est pas tout, hein. Mais c'est vrai que les filles grandes ici, c'est rare. Donc toi, t'as acheté des appartements ici au Vietnam. Donc du coup, t'étais au Vietnam. T'as été dans la ville en bord de mer que t'aimais bien. Nha Trang. De là, t'as vu des appartements qui étaient en vente et on t'a pu les acheter. Or ça s'est passé en 2019. C'est assez récent, tu vois. Juste avant la crise. C'est ça, oui, c'est ça. J'ai acheté pratiquement plus sur coup entre septembre et novembre 2019, tu vois. Ouais. À peu près. 1, 2, 3,
Même septembre, fin octobre, fin octobre, avant. On n'en parlait pas du tout. Non. Et donc, c'est là que j'ai acheté tout dans la foulée, que j'ai acheté 4. Ok. À cette époque, les règles étaient faciles, étaient plus souples. Ou alors, ouais. Et je me demande si via le fait que tu aies des appartements, tu peux pas avoir un visa d'investisseur ou quelque chose comme ça. J'avais vu ça, je sais plus. Je venais de divorcer déjà. Hein. Mais bon, j'étais sur un visa mariage, je pense. Ok. J'allais à un visa mariage. Ça doit être ça. Smile. Yeah. Ah, Thank you. beautiful. Hey. Bon, bah voilà. On est bien ici. Hein. Ouais, donc j'ai eu aucun problème à ce moment-là pour acheter. Et au niveau des règles, comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des taxes? Ou alors, enfin, je dirais un truc. Par exemple, tu visites un appartement, il coûte 75 000, tu payes 75 000. Au niveau de la procédure, c'est comment? Tu dois payer avec tu peux payer avec une carte étrangère? Parce que... On fait un accord d'abord écrit de promesse de vente avec le propriétaire, le propriétaire précédent. Et là, tout est minuté, enfin, tout est daté. Il y a eu date limite de passage devant le notaire. Ok. Voilà, c'est une promesse, c'est un engagement. Alors, je crois que oui, je fais un dépôt, c'est ça. Je fais un dépôt... garantie. Quelque chose comme 10%. Ok. C'est commun. Même moins de 10%. Ouais. Mais ça, tu aurais pu le refuser éventuellement. Ou alors, peut-être. Ouais. Je n'ai pas essayé, parce que moi, comme j'ai le cash disponible, tu étais prêt à acheter. J'ai pas de crédit à faire, j'ai rien à faire, j'ai qui cash. Non, c'est cadré chez le notaire. Alors, j'avais rapatrié tous mes biens d'Europe, j'avais tout vendu en Europe. Ouais. J'ai tout rapatrié au Vietnam, donc c'était... Et ma banque ne posait pas de problème. Et ce que je me demande, c'est, tu as dû utiliser un compte bancaire vietnamien ou... Ok. Tout à fait. À l'époque, c'était facile. C'était facile. C'était la place. Ok. Maintenant, c'est plus compliqué. Tu peux pas créer de... En fait, à cette époque-là, oui, j'avais prouvé que les fonds étaient transférés en dollars de l'étranger sur mon compte BIDV à l'époque. Et ensuite, j'ai transféré à la Cidank. Il fallait une preuve de transaction avec les documents qui prouvaient que j'avais été salarié freelance, que j'avais eu des revenus de temps, que j'avais revendu tel et tel appartement à l'étranger. Et j'avais fourni un petit dossier, assez simple. Parce que moi, je gardais tous les papiers, donc je donnais tous les papiers à la banque. Ouais, je suis même pas s'ils ont vraiment épié. Je suis même pas sûr. Elle me dit ok. Et donc, j'ai pu mettre tout ça sur mon compte bancaire vietnamien. Donc, oui, si je comprends bien, quelqu'un qui veut acheter, déjà, il faut qu'il ait un compte bancaire vietnamien. Il faut qu'il rapatrie l'argent de l'étranger vers son compte vietnamien. Justificateur. Voilà, avec les preuves que ça vient bien de l'étranger. Ça. Et une fois que tout ça c'est fait, voilà, des étapes classiques. Donc tu visites, tu fais une promesse de vente, un dépôt de 10% devant le notaire. Et attends. Non, c'est pas devant le notaire. Hein. 10%, ouais. Tu fais dépôt. Sur le compte. Je me rappelle que je crois que je le donnais à l'agence en fait. Ok, l'agence qui faisait. C'est l'agence qui gardait les 10%, je crois. Je sais pas, enfin je sais plus trop. Voilà, mais il y a une histoire de 10% en tout cas. Et il te faut certainement, du coup, idéalement, c'est plus facile, j'imagine, si tu es marié. Si tu es marié avec un conjoint, si tu as un conjoint vietnamien. Maintenant, ça doit être plus facile. À l'époque, c'était indifférence, quoi. En tant qu'étranger, tu peux facilement acheter. Mais je pense que j'avais vu ça et que, de toute manière, les Chinois, ils arrivent à acheter ici. Enfin, voilà. Il y a des possibilités. Le sujet est à creuser. J'essaierai de me renseigner un peu plus, mais voilà. J'essaie de me rappeler, c'est un peu déjà. Ouais. En tout cas, c'est intéressant déjà de savoir que tu as besoin d'un compte vietnamien, voilà, qu'il y avait dans l'histoire aussi. Alors, ce qu'on faisait à cette époque-là, c'est ce que j'ai fait à chaque fois j'ai fait ça. La personne à qui j'achetais l'appartement, en général, c'était à chaque fois ça a été un Vietnamien. Et il y avait deux possibilités. Soit tu faisais faire le transfert sur son compte bancaire, soit tu allais avec la personne à ta banque, tout retirer en liquide. Ah. Alors j'ai fait les deux. J'ai eu un mélange de B. Ok, t'as amené une partie en liquide et l'autre en transfert. Même tout en liquide. Et tu pouvais payer en liquide. Transfert des reliquats sur son compte bancaire directement. Je sais que moi ça m'inquièterait de te payer en liquide une fois. Ah, mais c'est bien surveillé quand même. Ouais, c'est bien. Tu as une fourgonnette comme blindée avec la sécurité de la banque. Ouais. T'es pas avec les ils savent ce que tu es en train de faire. Et puis il y a vraiment de la sécurité. Ils comptent les billets devant toi.
la procédure est encadrée par la banque. Tout est vérifié, etc. Et ça devient qu'en train d'acheter un appartement. Ok, Donc ça se passait très bien. d'accord. Faisons quoi là? Ton retour d'expérience par rapport à l'achat d'immobilier, voilà. Toi, tu fais louer, c'est ça? Je n'ai pas eu beaucoup d'amis croches. Hein, et une fois que j'ai acheté, j'ai utilisé mon agence immobilière, mon agent immobilier, pour trouver des locataires. Oui. Et je me suis occupé de rien. Je vais essayer de trouver des... J'ai jamais été chercher de locataire par moi. Ok, Et elle m'a toujours trouvé un locataire. voilà. Et au prix du marché. Pour le loyer du marché. À peu près. Toi, tu voulais être propriétaire, ben, tu es propriétaire au Vietnam maintenant. Tu m'as parlé d'une histoire de contrat de 50 ans. Ah oui, parce que en fait, tu ne peux pas acheter le terrain en tant qu'étranger ici. Par contre, ton épouse peut le faire. Mais je ne le recommande pas, évidemment. Hein. C'est très osé, très risqué. Oui. Parce que si c'est à son nom, il suffit que tu aies un problème avec elle, c'est fini. Ton argent, c'est perdu. Ouais, c'est son terrain. Donc moi, j'ai fait très attention aussi pour cette raison avec ma femme. Je lui ai dit, écoute, je ne vais pas t'acheter une maison. Alors, ce que j'ai fait avec ma femme, c'est que je l'ai très bien soutenue financièrement. Et elle a commencé à construire sa propre maison. Okay. Mais je ne m'en suis pas du tout, occupé. J'ai juste donné l'argent qu'il lui fallait. Au fil des mois, bien sûr. Hein, oui, bien sûr. Moi, si tu veux, je lui donne un soutien financier. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec. Qu'elle veut avec. Hein, qu'elle aide ses parents, si ses parents sont malades. Enfin, je lui ai tout expliqué au début pour être tranquille. Je lui ai dit, écoute, tu ne reviens pas pour me dire, voilà, j'ai besoin d'une somme X ou Y. Ouais. Donc, je me suis bien arrangé avec elle avant de me marier. Et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas eu de problème, finalement. Okay. Ouais, tout était clair de base. Tout était clair au départ. Et ça, c'est vrai de toutes les Vietnamiennes. Il faut faire attention, même si elles paraissent très honnêtes. On m'a dit souvent ça. Faire attention à ça. De faire attention et de, je veux dire, être clair sur les points. D'être clair et... En fait, contractualiser. Tout à fait, une transaction très claire dès le départ et elle ne reviendra pas poser de problème. Okay. Ouais, peut-être qu'elle va à un moment donné demander une aide ponctuelle, mais là tu peux la négocier un peu avec elle. Je ne vais pas lui refuser catégoriquement, mais tu peux négocier. Ok. Voilà, c'est comme ça que tu t'es fait un avis. Et donc, j'ai pas quoi. Ouais, le terrain par rapport aux 50 ans. Le terrain, tu peux pas acheter le terrain, ça c'est lourd. Et même, en fait, tu vois, en Thaïlande, ils peuvent acheter dans des condominiums et des choses ainsi, terre à 100% quand il s'agit d'un condominium. Et il n'y a pas d'histoire de location de terrain. En tout cas, je pense pas, j'ai pas entendu ça. Et il n'y a pas un délai comme au Vietnam? Ici, c'est 5 ans. J'ai l'impression que, de ce que j'ai entendu, en Thaïlande, dans les condominiums et vraiment que dans les condos, là, tu peux être propriétaire à 100% de l'appartement. Mais du coup, au Vietnam, c'est différent de ce que... Peut-être que ça existe aussi dans certaines villes du Vietnam, mais je ne connais pas. Mais on a nécessité de louer le terrain, même dans le condominium au Vietnam, du coup. Et donc, tu es locataire pendant 50 ans et c'est renouvelable. C'est ça? Ah ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Il y a une location du terrain à faire, même dans les condos. Et est-ce que c'était cher à ce niveau-là? Si tu sais, pour, je veux dire, la location du terrain, si c'était compris dans le prix ou c'était autre chose à part à payer? Ouais. Non, ça, je ne peux pas te dire. Okay. En fait, tous les documents que j'ai reçus, il y a comme documents bizarres en vietnamien avec des chiffres qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai acheté. Ça a dû être quelque chose quand même d'acheter un appartement, ça a dû être un challenge, non? Ou alors tu as été vraiment bien accompagné par l'agence? C'est l'agence qui a tout pris en charge. Moi, il me demandait juste de signer en bas à gauche. Et tu signes en bas à gauche et tu es propriétaire. En plus, c'est en vietnamien et c'est très compliqué. J'imagine. Et puis il y a des prix qui sont bizarres au mètre carré. C'est pas du tout le prix que je payais, tu vois. Okay. Faut pas s'inquiéter. Ouais. Parce qu'en fait, je les ai revendus avec une petite plus-value. Oui. Donc il n'y a pas eu d'entourloupe. Oui. Moi, je leur fais confiance. Oui. Maintenant, probablement que quelqu'un comme, je sais pas moi, comme un Français qui est vraiment très à cheval et très pointilleux, bon, il va d'abord faire traduire mais ça en français assermenté chez un notaire, tout étudier pile poil. Ça va être un travail de monstre. C'est un travail colossal, à mon avis, de faire ça. Moi, j'aime pas. Bah, toi, tu voulais acheter. L'agence, ils t'ont bien aiguillé. À mon avis, tout s'est bien passé. Hein. Voilà. Tu prends une agence qui a pignon sur rue quand même, voilà. Pas n'importe qui. Ils sont une bonne agence et tu vas chez eux, déjà
Pour trouver d'ailleurs les appartements, tu as été voir l'agence direct. Ah mais d'ailleurs c'est simple. C'est eux qui t'ont... Quand tu dois acheter ici au Vietnam, tu as des buildings donc, Ouais. où tu peux acheter. Il faut s'adresser aux agences qui sont sur place. Tu peux aller au rez-de-chaussée de... Là, au rez-de-chaussée, Ouais. ils sont toujours là, toujours présents. Tu les contactes. À la limite, ce qu'il faut faire, c'est quand même comparer plusieurs. Ouais. Comparer plusieurs Ouais, agences. une petite étude. Pour voir si on est bien dans le marché, le prix du marché et tout, parce que Ouais, c'est normal. Hein. voilà. Et toi, Tu fais ta petite enquête, Ouais. traduire, Mais c'est vrai qu'en termes de prix, j'étais surpris. T'es OK de dire le prix un peu des logements ou... Ouais. OK. Parce que, il me semble que c'était 70 000 €, c'est ça que tu m'as dit? Alors moi j'ai acheté en moyenne, alors j'ai 3 appartements qui sont vus sur une petite plage au nord de Nha Trang. C'est pas le centre, OK. mais c'est très fréquenté, c'est très joli, c'est très fréquenté, il y a beaucoup de touristes, Oui. pas de problème de location. Et là c'est un petit peu éloigné, donc c'est un peu moins cher, donc j'ai payé dans les 1,5 milliard. 1,5 milliard. À peu près 1,5 milliard le prix moyen, tu vois. Ça c'est en 2019. Ouais. Et j'ai revendu en 2024 Ah, c'est à peu 1,650 près milliard, tu vois. 1 milliard. C'est pas tellement différent. Ouais. 1,5 milliard, j'essaie de voir, mais c'est 50 000 € au cours actuel. Au cours actuel. À l'époque, c'était plutôt dans les 24 000 d'euros. OK. Donc, Si tu divises par 24, le taux était moins bon, donc tu étais plus ou moins à 60 000 €, je dirais. Voilà. Ça, j'ai revendu 63, 64, 65 000 €. Tu vois. Et la ville, Pas c'est de comment? plus-value. C'est Hein? Nha Trang, la ville? Nha Trang. Nha Trang. Donc 60 000 €, tu avais un appartement à Nha Trang, vue sur mer. Quel étage dans le condo? Oh, bah, j'avais un peu tous les étages. J'en avais des bas étages, 8e, 10e, et j'avais le 26e. Ah, 26e. Un très bel appart. Ça doit être un deux, c'est vrai. Vue sur mer. Ouais. Et j'en ai acheté un autre à lui à 2 milliards. OK, 2 milliards. Dans un autre endroit, plus Ouais. proche du centre. OK. Et celui-ci, je l'ai gardé. C'est là où tu vis actuellement, c'est ça? Voilà, c'est mon adresse officielle. OK. Ton appartement, t'aimais bien et voilà, pour toi, être Alors, tranquille. comme ça, je suis tranquille. Voilà. Je me pose une question, je me dirais s'il y aurait des problèmes via cet appartement, je sais pas, mais dans l'éventualité où le Vietnam, je sais pas, c'est vraiment hypothétique, mais est-ce que, je sais pas si le Vietnam se fermerait à un moment où tu ne pourrais plus y venir, toi, est-ce que tu pourrais toujours gérer ton appartement à distance ou le revendre? Je pense que mon agent immobilier continuerait de le gérer, de trouver des locataires, de déposer l'argent du loyer sur mon compte, Donc ta présence... jusqu'à ce que la situation s'améliore, mais je sais pas trop. Voilà. Ouais, c'est vraiment hypothétique, hein, je dis ça. Ça, c'est une chose qui peut toujours arriver, tu as raison. Si vraiment ça arriverait, je sais pas, un nouveau Covid, quelque chose ainsi, quelque chose qu'on s'y attend pas, que toi tu peux pas être présent ici, voilà, le truc il tournerait quand même. Voilà. Bah, d'ailleurs, quand j'étais absent pendant 1 an et demi du Vietnam à cause du Covid, j'ai pas pu rentrer, les frontières étaient fermées, et mon agent a continué Voilà. à gérer les appartements. T'as l'agent sur place dans tous les cas. Donc, OK. Quand je dis mon agent, en fait, ils sont plusieurs. Hein. C'est... Il n'y a pas exclusivité. Hein. C'est le premier qui trouve un locataire qui a gagné. OK. Ah ouais, t'as plusieurs différents. Oui, je dis voilà, je voudrais louer tel appartement, j'envoie un message à plusieurs. C'est vrai que sur les groupes Facebook, moi, une fois quand j'avais posté mon annonce, j'ai des gens qui m'ont contacté et plusieurs Vietnamiens différents, des fois m'envoyaient le même appartement. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de petits Vietnamiens d'agences. Voilà, bref, ils travaillent bien. Dans tous les cas, ils sont à la recherche. Dès que tu cherches un locataire, ils te le trouvent, je pense. Ils sont assez motivés, les agents vietnamiens. Ça dépend des périodes, mais en période estivale, il y a beaucoup de touristes. Ils trouvent tout de suite. Par contre, parfois, en dehors de la saison, tu laisses ton appartement vide. Hein, 1 mois, 2 mois, ou t'attends un petit peu. Oui, un truc que je un peu plus longtemps, disons. Un truc que je remarque sur l'immobilier au Vietnam, c'est que c'est pas forcément de l'immobilier rentable, dans le sens où tu ne vas pas venir ici acheter des biens pour faire une grosse rentabilité. Non, les appartements coûtent cher et se louent pas des loyers hyper chers, mais voilà, c'est plutôt dans une optique avoir du patrimoine ici et dans une optique éventuellement jouer sur... je peux également être, par exemple, la ville que tu aimes bien au Vietnam, mais éventuellement dans les années futures peut prendre en valeur. Et c'est peut-être là que tu pourras faire une bonne affaire, c'est l'appartement prendra en valeur via la... Voilà. Moi j'espérais que ça prenne beaucoup de valeur et que le tourisme aurait explosé, que tout aurait
bien rentabilisé. Oui. Mais ça ne s'est pas produit à cause de la crise. Bah oui. Là, ça a été la crise Covid, ça a tout détruit. Parce que ça là, a plombé, j'ai acheté 2019, 2 mois après, il y avait les restrictions. Donc, ouais, ça n'a pas été bénéfique. ça a duré 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Ouais. Ben voilà. Mais Donc ça n'a pas été une bonne affaire pour moi, mais j'ai pas perdu non plus c'est ça. beaucoup. Quoi. c'est ça. Après, c'était pas voilà. Maintenant, maintenant, ça monte bien. Ouais. Maintenant, C'est Gon, ben voilà, c'est un secteur assez compliqué à comprendre, mais ça tend quand même vers évoluer, je veux dire. Mais c'est vraiment là-dessus que quelqu'un qui achèterait, je crois, un appartement ici, en se disant, mais je peux faire une bonne affaire, et il fera une bonne affaire, non pas en le louant et en faisant du bénéfice en louant, mais plutôt au moment où il va le revendre, la plus-value qu'aura pris l'immobilier à Saigon, au Vietnam de manière générale. C'est plus intéressant. Même avec le Covid, Saigon reste intéressant. Ouais, Saigon, Ce qui n'est pas le cas là où j'habite. oui. Mais bon. Profite peut-être un peu moins de l'évolution là où tu es, mais ça peut venir plus tard. C'est des choses que voilà. Puis toi, c'est des choix personnels parce que tu aimais bien cet endroit. Donc voilà, tu n'es pas là pour faire des plus-values financières, mais tu étais là pour avoir du patrimoine. Faire tourner Cet endroit. des cash, voilà. Pas laisser ça sur la banque, sur le compte bancaire. Mais au final, j'ai C'est intéressant. Hein. eu l'équivalent de ce que j'aurais eu si j'avais peut-être un peu mieux que ce que j'aurais eu si j'avais pris des comptes épargne à la banque, qui étaient bien rémunérés. Hein. Jusqu'à récemment, c'était bien rémunéré, c'était du 7-8% par an. Oui. Et puis maintenant, ça y est, c'est terminé. C'est beaucoup moins bois. Oui, par rapport au taux d'emprunt. Oui, par rapport je sais pas comment dire, mais comment ça s'appelle encore ça, les obligations, voilà, ou les sociétés, c'est les obligations qui dépendent du taux d'intérêt que des banques. Voilà. Pour l'instant, c'est intéressant ça. Par rapport à l'immobilier, ben, voilà, il n'y a pas d'immobilier. C'est juste, tu mets de l'argent, tu le bloques, tu obtiens un pourcentage payé par les banques. Voilà. Donc c'est intéressant seulement quand les taux sont élevés, les obligations, et quand les taux sont bas, il y a aussi l'immobilier qui est plus intéressant. C'est plus intéressant, ouais, c'est vrai. C'est compliqué. C'est toujours compliqué. Bon, je me suis pas beaucoup intéressé à tout ça. Bon, ça se Par exemple, tout ce qui s'appelle ETF, etc. Mais j'ai jamais été voir ce que c'est. Hein. Oui. Mais de manière générale, La spéculation, par contre. oui, de manière générale, les Français aiment bien l'immobilier. Ouais, c'est vrai. Donc je trouvais ça intéressant qu'on puisse parler de ça et d'immobilier au Vietnam. Moi, j'ai toujours acheté et vendu. À France aussi, hein, j'ai beaucoup C'est bien. investi dans l'immobilier, à Paris même, en province, donc sur mon lieu de vacances. J'ai acheté une résidence secondaire que j'ai mise en location pendant 15 ans. Elle m'a payé le crédit, quoi. C'est bien. Le locataire m'a payé le crédit, il a dit, c'est un temps. Valu là derrière. Ouais, je l'ai fait. Ça 15 ans, c'est long. Hein. Voilà, Ouais. 15 ans, j'ai revendu avec une belle plus-value. Ça j'imagine. Ah, bah, c'est pas mal. Bah ouais. C'est pas extraordinaire, hein, mais bon. Non, mais voilà, l'un dans l'autre. Moi, j'étais plutôt préoccupé par mon travail. Ouais, voilà. T'as pu, entre guillemets, t'avais de l'immobilier et t'as pas eu besoin de t'y consacrer tout le temps. Voilà, ça tournait tout seul. Ça tournait tout seul. Et derrière, t'as fait une belle plus-value. Ça, c'est sympa, quoi. Moi, j'ai pas été malheureux, j'ai eu un peu de chance. T'as quand même bien fait les choses au final, quoi. En plus, tu te retrouves ici à Saigon, au soleil, voilà, en bonne compagnie, vu que c'est que ça se passe bien, c'est que ça se passe bien. Bah voilà, ben, c'est sympa en tout cas. Bon ben voilà, je crois qu'au niveau de la petite interview, ben, on a abordé des sujets qui sont vraiment intéressants. Bon, en tout cas, je te remercie. Et merci beaucoup de bien avoir voulu échanger avec toi. Un plaisir. Et comme ça, voilà, ça pourra servir certainement à d'autres personnes qui se posent des questions sur tous ces sujets-là qu'on a abordés. Donc voilà. Et tu as aussi des idées et des infos qui m'aident beaucoup aussi à comprendre. Ok. Mais Comment tout se passe en ce moment, parce que moi, je suis pas beaucoup tout ça. Hein. ouais. C'est vrai qu'à la retraite, comme tu n'es plus dans le feu de l'action, ouais. tu laisses un peu... Ouais. Et les choses évoluent tellement. Je connais moins les déferrales et tout. Ah oui. Revolut et tout ça. Alors. Ouais. Eh ben oui, c'était montré là. J'aimerais bien, je vais essayer ça. Et je ferai à Mopi, je ferai une petite vidéo là-dessus pour expliquer un peu plus parce que c'est pas mal ça. Non, ça. Et c'est bien. Ça le dépannerait bien en tout cas. Moi j'aime bien aussi quand je peux rencontrer des gens et me voir les problèmes qu'ils ont. Et tu vois, là on a parlé vite fait, ben, tu m'as expliqué je vais faire une petite vidéo qui va parler de tout ça.
Ça, c'est normal. Ouais. Mais je ne veux pas être le seul à avoir un problème avec ça. Ouais, ben voilà. Non, ils veulent t'adonner de cartes quand les banques, là, il n'y en a aucune. Non. Non. Il faut Tu ne peux pas déposer d'argent, tu ne peux pas avoir de carte, ni de débit, ni de reading. Enfin, Surtout si tu es à l'étranger et que tu as, dans ta situation là où tu as eu un souci avec la carte de crédit, ben avoir une carte de crédit, c'est nécessaire à l'heure actuelle. Pour certaines transactions, on a besoin d'office d'une. Donc avoir une virtuelle, ben voilà, ça dépasse pas. Ça me pas le temps de récupérer instance support. Hein. Ouais. Ça serait une vidéo là-dessus justement. On va bien expliquer comment créer un compte, etc. Bon, jusqu'à présent, ce que je fais, c'est que je demande à une personne bien gentille si elle peut utiliser sa carte pour me faire faire. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour payer mon... justement, en Thaïlande, j'ai payé mon avion retour grâce à une femme qui s'occupait de l'hôtel, là, qui était très, très gentille et qui avait sa carte bancaire. Alors, je donnais en cash. Ouais, heureusement, sinon tu aurais peut-être été bloqué. Enfin, oui, mais enfin, je ne faisais pas trop de soucis. J'avais cette solution-là, je me suis dit, ça va marcher, ça. Voilà. Puis même si ça ne marche pas, oui, il y a moyen de faire autrement. Oui, il y a toujours moyen. Au moins là, tu seras débrouillé avec ce truc-là. Je te montrerai, je ferai une vidéo et je te montrerai. Super. Ça va. Ça va m'aider. Ouais. Mais il faut déjà que je fasse ton ITA Matrix, là. Ah ouais. VPN et tout, là. Ouais. Mais ça tu pourras suivre la vidéo là que j'ai fait. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite interview. J'espère que ça vous aura plu sincèrement. Donc encore une fois, merci Jean-Luc pour ce partage. Par rapport à cette vidéo, les amis, s'il vous plaît, soyez classe. Soyez classe, Jean-Luc il est venu, il s'affiche à la caméra. On n'est pas là pour juger. Je sais bien que les gens en commentaire, ils aiment bien voir le mal dans tout. Donc peut-être qu'ils arriveront à trouver dans ce personnage super gentil et agréable du mal. J'espère pas. Mais voilà, je regarde des fois les interviews de Sabritaille et ça me dégoûte un peu. Et c'est quelque chose qui me fait peur un peu, c'est aussi la vie de la communauté, des fois méchante et frustrée. Voilà, j'espère sincèrement que les informations vous auront plu et seront très utiles. N'hésitez pas, si vous avez des expériences à partager, des précisions à faire. Il faut savoir que Jean-Luc, il a fait ses opérations immobilières, il a son vécu qui a quelques années. Jean-Luc, il a son âge. Peut-être que toutes les informations ne sont pas à prendre comme parole d'évangile. Mais son témoignage est vraiment très précieux. Et encore une fois, je tiens à le remercier. Donc n'hésite pas à lâcher un commentaire sympa. Voilà. Et à donner ton retour d'expérience aussi, si tu as vécu des choses similaires, si tu as des précisions à apporter par rapport à des points qu'on a cités, mais c'est également l'aspect des commentaires qui va enrichir la vidéo et le contenu présenté dans l'interview. Donc merci à tous encore, et voilà, je vous souhaite à bientôt pour des futures aventures, éventuellement des nouvelles interviews sur cette chaîne d'expatriés français au Vietnam. I like the long